Donc, je vais vous lire l'article du Centre français de recherche sur l'enseignement, le CF2R. Je vous redirige vers leur site que je vous mettrai en lien. Donc, Eric Denessé, j'ai pas envie d'ébrécher son nom, et la CIA, la guerre en Ukraine. Savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Vraiment, avec un point d'interrogation. Donc, rapport de recherche publié par le CF2R. Vous avez une mine d'informations. Je vous mettrai la description de l'auteur dans la description de la vidéo. Là, c'est leur rapport de recherche 32. Je vous conseille d'aller lire si vous êtes passionné comme moi sur le sujet. Les rapports de recherche, 31, 30, 29. Et voilà, sur la date de mai 2024. D'accord. Alors, quand même, pour l'introduire, Eric Denessé, c'est docteur en Sciences Po, habilité à diriger les recherches, donc HDR, directeur du Centre français de recherche et renseignement CF2R et Risk Management, donc qui est une des sociétés de conseil qui fait partie des services CF2R. Donc analyse renseignement, officier de marine, direction de l'évaluation de la documentation stratégique du secrétariat général de la défense nationale, qu'on appelle le SGDN, et ensuite industrie de défense, Matra Défense, défense conseil international, et ensuite renseignement économique, gestion de risque, Argos, Géos, Icarian. D'accord, et je vous mettrai la suite dans la description de la vidéo. Alors, la CIA et la guerre en Ukraine. Je vous avais dit, maintenant on va avoir une autre vision, une autre grille de lecture, puisque là, ce sont quelqu'un du renseignement. Alors, la CIA et la guerre en Ukraine. Savoir jusqu'où ne pas aller trop loin vraiment. Pour en 2023, début 2024, plusieurs journaux américains ont révélé l'ampleur de l'aide apportée à la CIA, aux services spéciaux ukrainiens. Je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos. Des opérations qui vont de l'infiltration en territoire ennemi au sabotage en passant par des assassinats qu'on dit, ciblés. Alors ces médias attestent ainsi que depuis 2014, je vous avais dit même avant, l'agence a dépensé des dizaines de millions de dollars pour réorganiser les services ukrainiens, former de nouvelles unités d'action clandestines, fournir des systèmes de surveillance avancés, construire de nouvelles infrastructures afin d'espionner naturellement la Russie. Elle a également livré à son allié, mais aussi reçu de lui, une quantité impressionnante de renseignements. Parallèlement à cet engagement massif et sans ambiguïté aucune aux côtés de Kiev, les médias américains insistent néanmoins sur l'autre préoccupation qui animerait la CIA, limiter les actions trop offensives de Kiev contre la Russie afin d'éviter que le conflit ne s'étende au-delà des frontières de l'Ukraine ou ne provoque naturellement une escalade pouvant conduire à un affrontement nucléaire. Je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Le défi est donc de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Oui, parce qu'on risque un conflit thermonucléaire. Afin de mesurer l'ampleur de l'engagement de la CIA en Ukraine, il convient d'en rappeler naturellement les origines historiques, d'analyser à la fois les opérations à partir de sources disponibles, et enfin d'essayer de déterminer si l'agence essaye de limiter les dérapages du conflit ou s'attache seulement à le faire croire. Alors encore une fois, jeu de manipulation, jeu de dupe, et la CIA, vous inquiétez pas, ils sont très bons aussi pour faire du PR, de la relation publique, d'accord ? Et est-ce que c'est apocryphe on demandera aux gens qui savent, mais je vous cite tout le temps de quoi. Mais la phrase d'un des directeurs de la CIA, qui disait quoi? Nous saurons que notre programme de désinformation est terminé lorsque tout ce que pense l'Américain moyen pense de vrai et faux. D'accord? Je vous laisse réfléchir. C'était qui? Je vous laisserai chercher. D'accord? C'est en sauce ouverte. Donc, maintenant c'est lui qui va parler. Pour une fois, je vais essayer de fermer ma bouche, pas introduire mon grain de sel, mes 2 cents, mais je vais devoir parler puisque je vous fais cette vidéo. Vous l'avez bien compris. Mais là, je vous réfère à l'auteur. D'accord? On avait vu dans les précédentes vidéos les opérations qui avaient été montées, notamment de clandestins. Je vais passer les 17 premières pages puisqu'elles sont redondantes avec les 2 premières vidéos que j'ai faites, puisque ça relate à peu près ce qu'avaient dit en substance les 2 journalistes. Alors, début 2022, selon les Américains, la menace d'une invasion russe devient de plus en plus plausible. L'administration Biden retire son personnel diplomatique du pays, ainsi que les membres de la CIA, car elle est terrifiée à l'idée que même les clandestins soient en première ligne et puissent être capturés. Donc on a la demande de William Burns, de la CIA, un petit groupe d'officiers paramilitaires de la CIA qui vont rester en Ukraine. On avait vu ce complexe hôtelier à l'ouest du pays, car ils ne veulent pas abandonner leurs partenaires. 2 jours avant l'invasion du 24 février, un réseau de communication clandestine est activé
pour permettre et mettre en alerte des cellules dormantes. Un amateur d'écoute très au fait de ce type d'émission rapporte avoir capté le 6 février vers 2h du matin, heure française, une série de chiffres en langue anglaise. Ce type de transmission a la particularité de diffuser une mélodie avant et après ces messages afin d'être clairement identifié par le ou les destinataires. Dans le cas présent, il s'agissait de la mélodie Lincolnshire Poach, connu pour être utilisé par le MI6 britannique pendant la guerre froide depuis un émetteur installé à Chypre. Ce site émettait à destination de ses agents en URSS et cette station n'avait pas été réentendue depuis juillet 2008. Le but de cette transmission a comme objectif de réactiver les moyens radio électriques traditionnels pour communiquer avec les éléments pré-déployés à l'Est, avec des stations qui vont donner des codes. Alors, les membres des cellules clandestines se rendent alors dans des cages dissimulées à travers le pays pour y récupérer armes, explosifs, matériel nécessaire, comme pendant la guerre froide avec les réseaux Stay Behind et Gladio. Et l'ordre de frapper leur cible, naturellement. Les premiers actes de sabotage ont lieu en Biélorussie où des cheminots et des commandos s'attaquent au réseau ferré par lesquels sont acheminés les forces russes. Selon le Washington Post, le 26 février, 5 sabotages interrompent presque complètement le trafic ferroviaire. Puis face à la rapide avancée des forces russes, au cours des premières semaines de la guerre, les réseaux de partisans entrent en action à l'est et au sud du pays, assassinant des collaborateurs locaux et aidant les forces ukrainiennes à cibler les positions russes. L'action de la CIA depuis le début du conflit. Donc on va parler de 2022 à 2024. Après que l'administration Biden ait évacué tous les personnels américains d'Ukraine, dans les semaines précédant le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe, les officiers de la CIA présents dans un hôtel de l'ouest de l'Ukraine restent la seule présence du gouvernement américain sur le terrain. Pendant l'invasion, ils transmettent à leur homologue ukrainien des renseignements essentiels, notamment sur les axes de l'offensive russe, ses objectifs, ses moyens engagés. Alors on a Ivan Bakhanov, qui dirigeait alors le SBU, qui dit que sans eux, nous n'aurions pas pu résister aux Russes ni les battre. Depuis le début du conflit, la CIA n'a cessé de renforcer son soutien aux services ukrainiens. Selon l'hebdomadaire américain Newsweek, de nombreux officiers de l'agence se retrouvent aujourd'hui en Ukraine et leurs activités vont de la formation de l'assistance à l'utilisation de systèmes d'armes occidentaux jusqu'à l'échange de renseignements avec les services ukrainiens. Mais ils évitent le contact direct avec les forces russes. La CIA assume le rôle d'espion, de négociateur, de fournisseur de renseignements, d'opérateur logistique et de gestionnaire des relations avec l'OTAN et surtout de garant du maintien de la guerre, dans des limites naturellement raisonnables, afin de ne pas déclencher une montée aux extrêmes qui ne favoriserait et que ne souhaite ni Washington ni Moscou. Dans le cadre de ce conflit, la CIA intervient dans l'ensemble des domaines de la guerre secrète, renseignement, contre-espionnage et différentes formes d'action clandestines, politiques, psychologiques, paramilitaires, avec plus ou moins de réussite. En premier lieu, au niveau du renseignement, la CIA a conduit diverses actions de renseignement offensif à son profit exclusif ou qu'elle partage avec son allié. Celles-ci ont lieu en dépit d'erreurs d'évaluation initiale quant à l'issue du conflit. En effet, il y a eu des erreurs initiales de la CIA. Avant que les forces russes n'envahissent le pays, en février 2022, la CIA, mais aussi les autres services de renseignement américains, a déclaré à la Maison-Blanche que la Russie allait gagner en quelques jours et écraser rapidement l'armée ukrainienne. Elle prévoyait à l'époque que Kiev allait tomber en une semaine ou deux, pardon. L'agence était si pessimiste quant aux chances des Ukrainiens que ses responsables déclaraient au président Biden que le mieux qu'il puisse espérer, c'est que le reste des forces de Kiev vaincues déclenche une guérilla contre l'occupant. D'ailleurs, l'agence planifie déjà le soutien clandestin à la résistance à cette époque-là, et ses prévisions incitent l'administration Biden à retirer d'Ukraine les instructeurs des opérations spéciales et de la CIA qui formaient l'armée et les services de Kiev. La CIA s'est donc complètement trompée. En mars 2023, on a Avril Haines, directrice du renseignement national, le DNI, qui a reconnu lors d'une audition devant la commission sénatoriale du renseignement que la CIA n'avait pas pu prévoir les défis militaires auxquels Poutine avait été confronté avec sa propre armée. Le lieutenant-général Scott Berrier, directeur de la Defense Intelligence Agency, donc pas la DEA, je me suis trompé la dernière fois, qui est la Drug Enforcement Agency, là c'est la DIA, c'est la DRM, direction du renseignement militaire américaine. Donc, également, il a déclaré lors de cette audition que sur la base de divers facteurs, les Ukrainiens n'étaient pas aussi prêts qu'ils le pensaient. J'ai donc mis en doute leur volonté de se battre. C'était une mauvaise évaluation de ma part, puisqu'ils sont battus comme des lions. Donc là, le général Ben Hodge
ancien commandement des forces spéciales en Europe, de 2014 à 2018, a lui-même admis qu'il avait surestimé les capacités de la Russie avant qu'elle envahisse l'Ukraine parce qu'il n'avait pas réalisé l'ampleur de la corruption au sein du ministère russe de la Défense. Donc c'est cette incapacité de la communauté américaine du renseignement à percevoir les faiblesses fondamentales du système russe qui semble être le résultat d'une confiance excessive dans le renseignement technique qu'on appelle le TechInt. Avant la guerre, des satellites et des systèmes de surveillance de haute technologie ont permis aux États-Unis de suivre le déploiement des forces terrestres et aériennes russes et d'écouter les responsables militaires, ce qui a permis aux services de renseignement américains de prédire avec précision le moment de l'invasion. Mais il aura fallu davantage de sources humaines à l'intérieur de la Russie pour voir que l'armée et les industries russes sont profondément corrompues. Il est apparu clairement que les prévisions de l'agence concernant une victoire rapide de la Russie étaient erronées. L'administration Biden a renvoyé le pays. Ces éléments clandestins, comme on avait pu le voir, qui ont été retirés de l'Ukraine. Alors toutefois, plus d'une décennie consacrée à la guerre contre le terrorisme, l'environnement de haute technologie du champ de bataille ukrainien a été un choc pour les opérateurs de la CIA. En effet, les forces russes utilisaient les drones, des tours de téléphonie mobile et divers autres équipements pour trianguler les téléphones. Donc on se retrouve dans cette situation délicate où l'incapacité de la communauté américaine du renseignement à percevoir à la fois les faiblesses fondamentales du système russe semble être le résultat d'une confiance excessive dans le TechInt, dans le renseignement technique. Avant la guerre, des satellites, des systèmes de surveillance de haute technologie, tout ça a permis aux États-Unis de suivre le déploiement des forces terrestres et aériennes russes, d'écouter les responsables militaires, ce qui a permis aux services de renseignement américains de prédire avec précision le moment de l'invasion. Mais il aura fallu davantage de sources humaines à l'intérieur de la Russie pour voir que l'armée et les industries de défense russes étaient profondément corrompues. On retrouve le même parallèle côté ukrainien aussi. Mais voilà. Lorsqu'il est apparu clairement que les prévisions de l'agence concernant une victoire rapide de la Russie étaient erronées, l'administration Biden a renvoyé dans le pays les éléments clandestins qu'elle avait retirés de l'Ukraine. Donc je mettrai toutes les sources dans la description de la vidéo pour avoir cette vision d'ensemble holistique. Toutefois, après plus d'une décennie consacrée à la guerre contre le terrorisme, l'environnement de haute technologie du champ de bataille ukrainien a été un choc pour les différents opérateurs de la CIA. En effet, les forces russes, utilisant des drones, des tours de téléphonie mobile et divers autres équipements pour trianguler les téléphones et les appareils électroniques des Ukrainiens, et puis naturellement de toutes les unités paramilitaires de la CIA sur la ligne de front, et les prenant rapidement pour cible, d'accord? Les LINT, SIGINT et guerre électronique, Donc, les éléments paramilitaires de l'agence présents en Ukraine ont alors été contraints de mettre au point de nouveaux systèmes de communication sécurisés afin de pouvoir continuer à échanger entre eux et se déplacer en échappant aux frappes russes. La CIA a donc dû révéler de nouveaux défis techniques posés par un type de conflit dont elle n'avait pas l'expérience. Le déploiement de systèmes de renseignement techniques. Les renseignements obtenus via les satellites et les drones d'observation, les interceptions des communications et les vols de reconnaissance électronique, comme les informations d'ailleurs recueillies sur le terrain par les éléments de la CIA et les services des pays membres de l'OTAN, sont au cœur de cette même guerre. Ils ont permis à l'armée ukrainienne de résister efficacement aux forces russes. Donc les éléments paramilitaires de l'agence présente en Ukraine ont été contraints de mettre au point de nouveaux systèmes de communication sécurisés afin de pouvoir continuer à échanger entre eux et se déplacer en échappant aux frappes russes. La CIA a donc dû relever de nouveaux défis techniques posés par un type de conflit dont elle n'avait pas l'expérience. Alors, là c'est la citation de Zach Dorfman. On va parler un petit peu du déploiement des systèmes de renseignement techniques. Les renseignements obtenus via les satellites et les drones d'observation, les interceptions des communications et des vols de reconnaissance électronique, comme les informations recueillies sur le terrain par les éléments de la CIA et les services des pays membres de l'OTAN, sont au cœur de cette guerre. Elles ont permis à l'armée ukrainienne de résister efficacement aux forces russes. Selon le Washington Post, les services de renseignement américains, grâce aux communications sécurisées des C2, transmettent constamment aux Ukrainiens les localisations supposées des troupes ennemies, de leurs pièces d'artillerie ou de leurs colonnes de blindés. Plusieurs commandants ukrainiens ont récemment remercié les États-Unis pour les renseignements qui ont été glanés à partir d'images satellites. Ils peuvent consulter sur des tablettes électroniques fournies par Washington et qu'ils utilisent pour cibler et attaquer des troupes russes.
hein. Et d'ailleurs, il y a des fois des défauts au niveau de l'OPSEC, puisque dans les nombreux rushs, hein, de l'armée ukrainienne qu'on peut retrouver sur les chaînes d'information en continu, on a des adresses de serveurs de command and control. Tout n'a pas été flouté et ça m'avait surpris un petit peu à l'époque, mais c'est un autre problème. La CIA a également fourni à l'Ukraine des systèmes de surveillance tactique afin de les mettre en œuvre. L'agence a construit de 2015 à 2022 une douzaine de bases clandestines, un petit peu plus, situées à proximité des frontières russes afin d'espionner les forces de Moscou, d'intercepter leurs communications et de suivre les mouvements. Dans ces bunkers souterrains parfaitement dissimulés dans la forêt, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, on a des équipes de soldats ukrainiens qui vont traquer les espions russes et les satellites, et qui écoutent les conversations entre les différents commandements ennemis. Hein. Et là, ça vous donne un avantage concurrentiel. À leur côté, on a des officiers de la CIA qui examinent les listes de cibles que les Ukrainiens s'apprêtent à frapper. Hein. On va faire ce qu'on appelle des blacklists. Et voilà, hein, si tu es sur la blacklist de la CIA, ça va mal se passer. Donc, comparons les informations dont ils disposent avec le renseignement américain pour s'assurer qu'elles sont exactes. D'accord? Triangulation, trilatération des informations. Donc, grâce à ces installations financées par l'agence, il semblerait qu'elles soient encore toutes opérationnelles. Hein. Le renseignement militaire ukrainien recueille et produit une énorme quantité de renseignements qu'il partage avec la CIA. D'accord? Mais c'était la nature des accords de renseignement entre ces entités. Initialement, c'était aussi le partage, puisque si la CIA donne des moyens technologiques pour pouvoir faire du renseignement, en retour, elle veut récupérer naturellement cette énorme quantité de renseignements. D'accord? C'est pareil pour les F-16 qui sont déployés. Ils vont faire de la guerre électronique, ils vont récupérer aussi de l'information. D'accord? Donc, l'exploitation du mécontentement russe pour recruter une nouvelle source. Là, on a William Burns, hein, qui est le directeur de l'agence en Russie, et qui va parler du mécontentement à l'égard de la guerre qui minerait une partie des dirigeants et du peuple russe, en dépit de la propagande d'État. Hein. Ces désaffections créent une opportunité de recrutement unique pour la CIA. Nous la laisserons pas passer. Alors, on a l'anglais ou l'anglais, hein, ça dépend d'où tu viens aux États-Unis et comment tu prononces, qui exploite dans ce contexte favorable pour recruter de nouvelles sources. Elle va publier tout d'abord des vidéos s'adressant aux citoyens russes mécontents qui auraient envie de trahir leurs dirigeants. On a 2 vidéos qui sont publiées sur YouTube, mai, septembre 2023, qui vont s'adresser aux responsables russes avec un message qui est clair. Si vous aimez vraiment la Russie, collaborez avec les États-Unis. Selon un responsable de la CIA, la tactique s'est avérée payante. Hein. Nous recevons plus de sollicitations de Russes à la suite de ces vidéos. Si cela ne fonctionnait pas, nous n'en serions pas à la 3e vidéo, naturellement. Alors les Américains, ils sont pas seuls à agir ainsi. Les Britanniques s'attachent également à tirer parti de ce contexte géopolitique. On a Richard Moore, le directeur du MI6, qui va recruter un certain nombre de Russes qui sont opposés à la guerre en Ukraine. On a le patron du service britannique qui va également lancer un appel pour que d'autres fassent défection et travaillent avec Londres. Dans un discours prononcé à Prague, si on remonte au juillet 2023, il a déclaré que de nombreux Russes étaient consternés de voir leurs forces armées pulvérisées. Les villes ukrainiennes. Je vous avais parlé de cette guerre aussi fratricide. Ils regardent avec horreur leurs soldats ravager un pays frère, entre guillemets. Donc Moore a confirmé que la porte était ouverte aux Russes qui souhaitaient rejoindre l'agence d'espionnage britannique pour travailler et mettre fin à cette effusion de sang. Encore une fois, je le cite, il a ajouté « Nous traiterons leurs offres d'aide avec la discrétion et le professionnalisme qui font la réputation de mon service. Leurs secrets seront toujours en sécurité chez nous. » Cependant, 27 avril 2024, selon le Wall Street Journal, qui va citer des sources anonymes au fait du dossier, la CIA et les autres agences de renseignement considèrent que Vladimir Poutine n'a pas directement ordonné la mort d'Alexei Navalny en février dernier. Ça serait malheureusement un accident bête. Donc une conclusion qui est accueillie avec circonspection par d'autres services de renseignement occidentaux, puisque en effet Navalny était le principal opposant à Poutine. Là, c'est moi qui parle, et on connaît toutes ces séries à la fois d'oligarques
et de journalistes qui vont être assassinés dans des conditions un peu louches. Hein. On les a retirés, petits suicidés, comme je t'avais dit à l'époque. Donc tout ça, hein, c'est communiqué aux Ukrainiens, ça permet d'infliger de lourdes pertes à la Russie. Et encore une fois, cette invasion russe, bien que l'annonce soit très précoce, ça va aussi également éviter des pertes militaires grâce à l'indication de lieux, hein, qui allaient faire l'objet de bombardements, d'empêcher la saisie de l'aéroport d'Ostomel au nord-ouest de Kiev par les forces russes en abattant un appareil de transport gros porteur, 300 parachutistes à son bord. La CIA et les autres agences de renseignement américaines continuent de suivre les mouvements des troupes russes, de fournir à la fois du renseignement pour les frappes de missiles et aident à soutenir les réseaux d'espionnage. C'est normal, hein, là on parle de l'opératif. Ainsi, le partenariat en matière de renseignement entre Washington et Kiev est l'un des piliers de la défense de l'Ukraine. C'est une source de renseignement à la fois inestimable sur la Russie pour les différents services et notamment les services américains. Donc, on peut pas parler d'espionnage sans parler de contre-espionnage. On fait un petit coucou à nos copains de la DGSI. Donc, en complément à la recherche de renseignements, la CIA a conduit en Ukraine des actions défensives afin de contrecarrer les options d'espionnage russe. La lutte contre les services de renseignement russes, ça va être une étape importante, comme vous l'avez compris, et ces services ont toujours été actifs en Ukraine, et le sont toujours. FSB, GRU, SVR, je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos, disposent d'agents au cœur des centres à la fois de décision politique, mais aussi militaires, au sein des armées, au sein du OUR et surtout du SBU. On avait vu que certains services étaient gangrénés et malheureusement, on avait des agents doubles. En conséquence, presque tout ce que les États-Unis partagent avec l'Ukraine est supposé parvenir également à Moscou. D'accord ? Donc c'est un jeu trouble, mais comme toujours dans le renseignement. Chaque semaine, les services ukrainiens découvrent de nouveaux cas de collaboration avec la Russie et des procès pour intelligence avec l'ennemi se comptent par milliers. On en a déjà 7000 qui ont eu lieu dans tous les tribunaux de l'ensemble du pays, en particulier dans la région de Kharkov. La Russie, elle l'a partiellement occupée en 2022, mais l'ampleur de ce phénomène se traduit également aussi par l'important soutien que les populations des régions russophones apportent à Moscou et leur détestation du régime de Kiev. Je vous rappellerai qu'on avait bombardé certaines régions avant le conflit. Mais je reviendrai pas là-dessus. Si vous suivez les événements, vous savez un petit peu de quoi on parle. Il n'y a pas que les accords de Minsk. Donc, les services russes sont également très bien implantés dans les pays d'Europe de l'Est, mais ça remonte à l'Union soviétique, d'accord, où il y avait Moldavie, États baltes, Pologne, d'accord, Roumanie. D'accord, certains services qui œuvraient à la propagande pendant l'Union soviétique. Je vous avais mis des documentaires Arte à ce sujet et je vous remettrai un excellent reportage. Je vais essayer de le récupérer. J'espère qu'il n'a pas disparu de la toile de la BBC sur les réseaux Stay Behind. Je crois que ça dure plus de 3 heures. La qualité du son est dégueulasse, mais si vous êtes intelligent, intéressé, vous pourriez éventuellement apprendre pas mal de choses dans ce documentaire des années fin 90, début 2000 de la BBC. Donc, nous consacrons une bonne partie de notre temps à traquer les pénétrations russes sur le gouvernement et dans les différents gouvernements, les services de renseignement étrangers, déclara un responsable du contre-espionnage américain travaillant en Ukraine. Nous avons réussi à identifier des espions russes au sein du gouvernement et de l'armée ukrainienne, ainsi qu'à divers autres points de la chaîne d'approvisionnement, chaîne logistique. La pénétration russe dans les pays d'Europe de l'Est, même ceux qui sont membres de l'OTAN, est profonde. Et les opérations d'influence russes sont directement préoccupantes. Mais encore une fois, c'est quoi ? C'est un copier-coller de ce que fait l'OTAN de son côté. D'accord ? Donc, réaction, autre réaction. Loi de la thermodynamique. D'accord ? Action-réaction. Action de l'OTAN, réaction des Russes. Il ne faut pas être dupe non plus si vous avez l'esprit plutôt ouvert, pas obtus, comme beaucoup de gens. Donc, travailler en étroite collaboration avec les Ukrainiens, ça a été un défi majeur, je vous l'avais expliqué. Depuis 2014, les Américains estiment qu'en raison du niveau d'infiltration russe au sein
des services ukrainiens, la majorité des actions de coopération ont été compromises. En conséquence, les responsables du Conseil de sécurité nationale de l'air en tout cas, avaient établi une règle consistant à ne rien dire aux Ukrainiens qui ne souhaitaient pas que les Russes apprennent. D'accord, encore une fois, besoin de savoir. Les Ukrainiens, parfaitement conscients du problème, ont commencé à traquer activement les agents renseignant les séparatistes du Donbass, les forces russes. Ils se sont attachés à filtrer les stagiaires envoyés aux États-Unis afin de détecter les moles, les taupes, comme on les appelle. Pourtant, selon un responsable de la CIA, plusieurs de ces partis qui sont partis également aux États-Unis et qui suivirent une formation et qui par la suite vont être envoyés en Ukraine ont enfreint certaines règles de sécurité. Possession d'appareils électroniques non autorisés. Par ailleurs, en prévision d'une éventuelle invasion russe, l'Ukraine avait mis en place une vaste infrastructure de résistance. Malheureusement, ces listes de résistance trouvées dans les bases de données des autorités locales, elles ont été saisies par les Russes lorsqu'ils ont envahi les villes du sud et du sud du pays, pardon. Les services de Moscou ont également recruté des agents au sein du gouvernement ukrainien. Des opérations de résistance également ont été opérées afin d'obtenir la liste de personnes à la fois à interpeller et malheureusement aussi éliminer. Le SBU a également découvert que des modems de fabrication russe étaient encore utilisés en interne. Bon, vous avez bien compris, ça a provoqué une ruée pour les débrancher. Bah, c'était la petite porte dérobée, cadeau laissé par les Russes. On a Ivan Bakanov qui a été démis de ses fonctions à l'été 2022 suite aux critiques selon laquelle son service ne prenait pas de mesures de sécurité assez énergiques contre les traites présents en son sein. D'accord, donc on a Bakanov et rappelez-vous aussi Kondratyuk qui va se faire dégager. Donc la fuite des documents secrets qui vont révéler les activités malheureusement de la CIA. On a cette fuite d'informations qui viennent pas seulement de Kiev, on a une 50aine de documents secrets concernant les activités de la CIA en Ukraine, sur les jugements de Washington et sur les activités de ses alliés. Ça a circulé sur Twitter, Instagram, Telegram, Discord. D'accord. À la base, d'après les informations que moi j'ai, on a des jeux vidéo. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle des milsim, c'est-à-dire des simulations militaires. Et sur comment il s'appelle ce jeu? Un jeu que vous avez en publicité sur la plupart de vos vidéos YouTube, je ne vais pas le citer, sur un de ces forums, il y a quelqu'un visiblement qui travaillait dans l'armée, on l'a su après, je crois qu'il était aspirant, très jeune, qui a fait fuiter des informations, d'accord? Donc à la base, c'est parti d'un forum de jeux vidéo, d'accord? Mais si vous avez vu mes autres vidéos sur le renseignement, je vous expliquais qu'il fallait justement s'intéresser aux moyens de communication un peu détournés, et parfois des forums de jeux vidéo, ça peut être intéressant, ou les communications sur Steam, d'accord? Ou d'autres plateformes, parce qu'il y en a d'autres. D'accord, Roblox, ça vient à la mode. Donc, ces documents comprennent une carte top secret de la bataille de Bakhmut, que je vous mets sous les yeux, datée du mars 2023, des informations faisant état des différentes ressources humaines, matérielles des deux armées, des échanges privés entre dirigeants alliés révélant l'ampleur des opérations de renseignement américaines. La CIA aurait eu connaissance de cibles de frappes russes avant qu'elles soient effectuées, et intercepter les communications du GRU, d'accord? Donc le GRU, renseignement militaire russe offensif, sabotage, assassinat, et pas que, espionnage, par opposition au GUR, d'accord? Il y a que 2 lettres qui changent, d'accord? Et le GUR, c'est l'équivalent, vous l'avez compris, ukrainien. Les documents décrivent également les sanctions de propagande russe en Afrique contre les États-Unis ou la France, d'accord? Et le groupe Wagner qui a été mis sur écoute et des documents qui ont fuité. Je vous ai mis sur Twitter des documents du groupe Wagner et certaines cellules françaises qui s'intéressent à ces gens. J'en dirai pas plus. C'est que de l'occite. On leur fait un petit coucou et ils ont fait un super boulot. Certains de ces documents font également état de l'espionnage par la France de certains de leurs alliés, une pratique qui avait été révélée malheureusement avec les Wikileaks. Une page décrite
décrit une conversation entre deux hauts responsables de la sécurité nationale sud-coréenne au sujet de la demande de Washington pour que Séoul livre des munitions à Kiev. Une autre indique Israël, qui envisagerait probablement de fournir une aide létale sous la pression accrue des États-Unis ou en cas de dégradation de ses relations avec la Russie. Et en parallèle, côté russe, vous avez vu de nouveaux drones iraniens, d'accord, qui sont fournis, et la Chine, qui va fournir aussi du matériel, des systèmes d'armes à la Russie, d'accord. Et puis, depuis ce conflit, comme vous le savez, des échanges accrus via les BRICS, d'accord. La Russie, la Chine, qui commencent à faire des échanges internationaux en termes économiques, non plus basés sur le dollar, mais sur le yuan. Et puis la dédollarisation de l'économie, d'accord. Là, dernièrement, apparemment, les BRICS veulent arrêter de récupérer d'autres pays. C'est en train de se fermer. On a l'histoire aussi de la division, entre les BRICS et nous, occidentaux, et cette économie, ce renforcement des actions et de la coopération entre les Chinois et la Russie depuis le début du conflit, d'accord. Et aussi certains pays comme l'Inde, d'accord, qui va permettre de faire transiter certaines matières premières qui vont être réinjectées au sein de l'économie européenne. Donc encore une fois, ça permet de contourner toutes les sanctions. Coucou Bruno, qui voulait coucher l'économie russe. Malheureusement, on a plutôt couché la nôtre. Mais c'est un autre problème. Alors, une enquête a été ouverte par le Pentagone afin d'évaluer l'impact, la fuite de ces documents photographiés, visiblement par un appareil photo ou un téléphone, qui pourrait avoir naturellement des effets sur la sécurité nationale des alliés et des partenaires. Les autorités américaines ont confirmé la véracité de la plupart des documents, mais l'origine de la fuite n'a pas été officiellement identifiée. Enfin, si on le sait, puisque je vous l'ai raconté. D'accord ? C'était un militaire qui jouait à des jeux vidéo. Donc, cette fuite aurait poussé l'Ukraine à modifier ses plans de bataille, naturellement, car certains des documents montraient les points faibles aussi de son armée et mettaient en perspective, en lumière, notamment l'usure de ses défenses anti-aériennes. Vous voyez les deux copies secrètes de la CIA sur la guerre en Ukraine. Et tu vois que quand c'est très secret, on fait pas transiter ça par via du système informatique, une bonne carte en papier. Des fois, c'est mieux, c'est plus discret et plus dur à intercepter. Donc, les opérations de la CIA en Ukraine couvrent tout le spectre des actions clandestines, des plus défensives aux plus offensives, protection, assistance logistique, opérations psychologiques et influence politique. Alors, on va parler également de la participation à la protection du président Zelensky. Dès le début du conflit, l'agence aurait participé à la protection personnelle de Zelensky, allant même, selon certaines sources, jusqu'à lui sauver la vie. Alors, selon certains de ses responsables, des moyens importants ont été consacrés par la CIA pour faire de la collecte de renseignements afin de protéger le président ukrainien. C'est normal, c'est un VIP. Alors, l'agence serait en lien avec l'exécutif ukrainien pour discuter notamment de la meilleure manière de déplacer le président et être sûr qu'il ne soit pas au même endroit que toute sa chaîne de commandement. Sinon, vous décapitez à la fois le président et la chaîne de commandement. Ça devient compliqué, d'accord. Donc, plusieurs voitures, plusieurs trajets. Mais ça, c'est le boulot à la fois généralement du Secret Service, mais il y a des unités spécialisées au sein de la CIA qui font de la protection de témoins, de la protection de VRP, de VIP, qui sont spécialisés là-dedans. Zelensky aurait échappé à une douzaine de tentatives d'assassinat durant les 2 premières semaines du conflit et serait toujours la cible principale de la Russie. Il convient de rappeler que le Premier ministre Naftali Bennett a affirmé dans une interview que Poutine s'était engagé à ne pas éliminer le chef de l'État ukrainien. Mais bon, comme vous le savez, tous les coups sont permis. Livraison d'armes et formation. Le second volet de l'aide apportée par la CIA aux services spéciaux et aux forces ukrainiennes, c'est tout d'abord de l'assistance. Cette guerre est particulière car Washington soutient massivement Kiev alors que les deux pays ne sont pas alliés. Par conséquent, une grande partie de l'aide apportée aux États-Unis par les États-Unis à l'Ukraine est secrète.
Soutien logistique, livraison d'armes à des forces amies, missions généralement confiées au Pentagone, mais qui sont assurées par la CIA dans ce conflit. Alors, si on doit développer un peu, la coordination de cette vague guerre clandestine aurait lieu en Pologne, d'accord? C'est un pied-à-terre. En effet, depuis la fin de la guerre froide, Varsovie et Washington ont établi des relations particulièrement étroites. On a le GWOT, donc le Global War on Terror. À partir de 2002, la Pologne est accueillie dans le village de Kieszkuty, une prison clandestine de la CIA. Je te le disais, ces fameux Black Site de la CIA un peu partout en Europe de l'Est, dans laquelle les terroristes ont été interrogés et surtout torturés. Et donc après la première révolte du Donbass et le rattachement de la Crimée à la Russie en 2014, le poste de Varsovie est devenu le troisième, le plus important de l'agence en Europe. Donc, cellule de coordination qui s'inspire d'une structure similaire ayant fonctionné en Afghanistan, qui comprend des représentants d'une vingtaine de nations et qui va piloter une dizaine de groupes spécialisés chargés d'assurer l'aide apportée par les pays de l'OTAN aux Ukrainiens. Fournir du renseignement, clandestinité, flotte d'avions commerciaux, la flotte grise, d'accord, des avions immatriculés ou non immatriculés. S'ils sont immatriculés, c'est des sociétés écrans de la CIA et qui vont sillonner l'Europe centrale et orientale. Voilà, acheminer les armes, d'accord, soutenant des opérations de la CIA, d'accord. Et puis c'est des avions que certains spotters retrouvent dans certains aéroports européens, petits aéroports même. Et puis après, on essaye de les suivre en vol via la DSB et tu vois qu'ils n'ont pas de transpondeur. Et là, tu peux commencer à te poser des questions, d'accord. Bon, en matière de formation, parallèlement aux missions qu'assurent les forces américaines dans l'ouest du pays, la CIA assure l'instruction spécialisée des membres des services ukrainiens, de leur livrer de nombreux matériels, des drones qui sont utilisés par Kiev pour frapper les bateaux russes et le pont de Crimée. Une grande partie de ce travail s'effectue en dehors de l'Ukraine, dans des bases en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne notamment. Cette formation ne concerne pas les matériels lourds, comme les systèmes d'artillerie à haute mobilité, les fameux HIMARS, et d'autres armes sophistiquées, qui relèvent, je vais y arriver, de la formation militaire classique dévolue aux unités militaires. Les officiers de la CIA opèrent en Ukraine, ne sont pas sur la ligne de front, avec les troupes ukrainiennes. En effet, ça pourrait être mal interprété. La majeure partie de leur travail se déroule à Kiev. Ils sont également présents dans les quartiers généraux situés dans d'autres parties du pays ou à distance par le biais de communications cryptées. PSYOPS. Ça, c'est une autre partie du conflit dont on ne parle pas. La divulgation de renseignements comme moyen de dissuasion, l'action psychologique. Alors, dans le cadre du conflit, les États-Unis mènent une intense guerre de l'information contre la Russie. Depuis 2021, l'idée était d'anticiper et de perturber les tactiques du Kremlin, de compliquer en fait sa campagne militaire. Là, comme disait un des responsables américains, c'est tout simplement saper la propagande de Moscou et empêcher la Russie de définir la façon dont la guerre sera perçue dans le monde. Avant l'invasion, la CIA a affirmé que la Russie avait l'intention d'organiser une attaque false flag, sous faux drapeau, contre des membres de la population russophone d'Ukraine afin de justifier son intervention. Et ce plan incluait une vidéo montrant de faux cadavres. Donc il est impossible de dire si ce renseignement est vrai ou il s'agit d'une désinformation de l'agence, car cet événement n'a jamais eu lieu. D'accord, donc on rentre dans la guerre hybride et la guerre secrète et la guerre de quoi je vous ai dit, comme on dit, c'est gagner le cœur et les esprits. D'accord, hearts and mind. Le renseignement américain ensuite a déclaré qu'il disposait d'informations suggérant que la Russie s'apprêtait à utiliser des armes chimiques en Ukraine. Le président Biden l'a même déclaré publiquement. 3 responsables ont déclaré à NBC News qu'il n'y avait aucune preuve que la Russie ait introduit des armes chimiques en Ukraine. Un autre responsable américain a déclaré que les États-Unis avaient divulgué ces informations afin de dissuader la Russie de le faire. Il n'est pas nécessaire que les renseignements soient solides, il est plus important de les devancer, en parlant des Russes, en particulier Poutine, avant qu'il ne fasse quelque chose. En une autre occasion, le service américain a affirmé que la presse disposait de renseignements suggérant que Poutine était induit en erreur par ses propres conseillers
hein, lesquels avaient peur de lui dire la vérité. Cette révélation a fait la une dans les journaux du monde entier, mais 2 responsables américains ont déclaré que ces renseignements n'étaient pas concluants et reposaient davantage sur des impressions que sur des preuves tangibles. D'accord? Mais encore une fois, là, on est dans le brouillard de guerre et c'est des jeux de manipulation. Donc, miso, Mildek. D'autres ont contesté ces propos, affirmant tout simplement que les renseignements étaient très fiables et qu'ils avaient été examinés au plus haut niveau. En réalité, il n'y a aucun moyen de vérifier ce type d'affirmation. Donc, brouillard de la guerre. De même, l'accusation selon laquelle la Russie serait tournée vers la Chine pour obtenir une aide militaire ne repose pas sur des preuves tangibles. Alors attention, l'article a été écrit il y a quelques mois. Il paraîtrait que Pékin là, va fournir des armes à la Russie, d'accord? Mais encore une fois, à vérifier. L'administration Biden a publié ces informations pour avertir la Chine de ne pas le faire, mais c'est en train de changer. Donc, ce ne sont que quelques-uns des nombreux exemples de la tactique employée par l'administration Biden, révéler des renseignements déclassifiés afin, même s'ils ne sont pas parfaitement fiables, ça permet de quoi? De mettre le président russe Vladimir Poutine en difficulté, coordonné par le Conseil de sécurité nationale. Alors, les communiqués ont été si fréquents et si nombreux que les agences de renseignement ont dû affecter de nombreux personnels au processus de déclassification afin que les informations portées à la connaissance du public ne trahissent ni leurs sources ni les méthodes employées pour les acquérir. Alors, selon William Burns, la déclassification stratégique, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est une technique de divulgation publique intentionnelle de certains secrets pour affaiblir les rivaux et rallier les alliés. C'est devenu une technique de communication, mais une technique efficace pour les dirigeants américains. Y recourir ne signifie pas mettre en péril les sources ou les méthodes utilisées pour collecter les renseignements, mais cela signifie résister judicieusement à l'envie de tout garder secret. En effet, la communauté américaine du renseignement apprend également la valeur croissante de la diplomatie du renseignement en acquérant une nouvelle compréhension de la manière dont ces efforts peuvent soutenir les alliés et contrer les ennemis afin d'aider les décideurs politiques. Alors, il y a Douglas London, qui est un ancien officier de la CIA, qui a travaillé pendant 34 ans pour les services clandestins de l'agence, les clandos. Jamais les États-Unis n'ont divulgué autant d'informations sensibles et aussi vite, d'accord? Donc c'est pareil, ça peut être aussi des missiles informationnels et ça peut être aussi de quoi? Créer de toutes pièces, d'accord? Des gens qui vont se faire choper la main dans le sac en leakant des informations. Encore une fois, c'est peut-être un jeu de dupes, D'autres observateurs ont qualifié cette stratégie d'audacieuse car elle a été à leurs yeux jusqu'à présent couronnée de succès, mais cela ne va pas sans risque, c'est la démonstration la plus étonnante du renseignement en tant qu'instrument de pouvoir d'État. Et j'ai jamais vu ou j'ai jamais entendu parler de ça depuis la crise des missiles de Cuba. Là, c'est Tim Weiner qui a écrit de nombreux livres sur la CIA. Alors, action politique et diplomatie parallèle. Oui, c'est le monde du renseignement. Donc, autre élément nouveau, la guerre d'Ukraine a fait du patron de la CIA l'un des personnages clés de la politique étrangère américaine. Ancien diplomate de carrière, fin connaisseur de la Russie, ancien secrétaire d'État adjoint sous Obama, il ne va pas être cantonné qu'à son rôle de patron de l'agence. Burns est traité par Biden d'ailleurs comme un membre de son cabinet. Il le sollicite régulièrement sur des questions de politique étrangère, au même titre que le conseiller de la sécurité nationale Jake Sullivan et le secrétaire d'État Anthony Blinken. Vous savez qu'ils sont très puissants. C'est un peu les faucons de nos amis démocrates. Donc, ces déplacements, parfois officiels, parfois plus discrets, font de lui l'un des principaux missi dominici de la Maison-Blanche. Alors, le patron de la CIA a joué naturellement son rôle de premier plan dans cette crise ukrainienne lorsque les services américains et britanniques ont découvert les préparatifs de guerre russe à l'automne 2021. Il a été dépêché à Moscou afin d'avertir Poutine que ses intentions étaient connues. Convaincu de l'imminence de l'invasion, Burns s'est ensuite employé à convaincre les alliés européens sceptiques quant à la réalité des intentions prêtées par le Kremlin. Il a alors décidé, à l'encontre de la tradition de l'agence, de rendre publics certains renseignements dont elle disposait afin d'établir la vérité face au narratif russe. D'accord? Mais c'est normal, là, on s'attaque au champ informationnel puisque c'est une guerre de l'information. Alors,
par narratif interposé. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et puis aussi, vous n'êtes pas dupe. Hein, vous savez comment ça se passe et vous le voyez depuis 2 ans en action. Hein, je vous avais dit qu'il y a une guerre de l'information chez nous, il y a une guerre de l'information chez eux. Hein, c'est le premier truc que je vous avais dit dans les premières vidéos que j'avais faites sur l'Ukraine. Il y a maintenant plus de 2 ans. Par ailleurs, depuis le début du conflit, hein, William Burns s'est rendu à de nombreuses reprises à Kiev pour rassurer naturellement Zelensky et le briefer sur la stratégie de Moscou et puis les rassurer sur les livraisons d'armes, de munitions américaines. Selon certaines sources, il aurait également participé aux tentatives de négociation entre les Ukrainiens et Vladimir Poutine. Le patron de la CIA a ainsi redoré le blason de l'agence aux yeux de l'administration américaine, comme auprès de ses alliés. Alors, l'action des autres services américains et des SOF, hein, des forces spéciales, hein, des FS, comme on dit en bon français. Alors la CIA, naturellement, c'est pas le seul service américain à aider Kiev en matière de rance et de ciblage, hein, des forces russes. Les autres services, hein, donc je vous disais DIA, leur équivalent de leur DRM, hein, qui est le Defense Intelligence Agency, la NGIA. Hein, je vous ai parlé de quoi? Des yeux, hein, des agences. Je vous ai parlé de quoi? Une agence très, très, très secrète. Et ben ça, c'est sa petite sœur. Hein, c'est la National Geospatial Intelligence Agency. Donc, la NGA, si vous voulez, déjà, c'est tout ce qui est IMIT, GeoInt, ok. Elle va fournir tout ce qui est compte rendu, ok, et exploitation brute, hein, du renseignement grâce à la NRO, hein, la National Reconnaissance Office. La NRO, je vous ai dit, c'est les yeux des agences. Hein. Ça va donner les communications, les accès directs à certaines agences, comme la NSA, d'accord, qui est aussi présente, et les différentes forces ukrainiennes, d'accord. Mais la NGIA, elle, c'est des analystes un peu particuliers. On va faire très simple, la petite sœur du NRO, d'accord. Ils n'ont pas les mêmes attributions, en tout cas en IMIT et en GeoInt. Nos copains de la NSA, et puis je vous ai dit, de toute façon, il y a certaines branches dans la CIA qui vont aider la NSA, d'accord, pour de la guerre électronique, pour de la logistique, pour l'établissement de télécommunications, de moyens cryptés, chiffrés, d'accord, et de stations, comment dire, hein, téléphoniques, hein, dont on peut faire confiance, hein, puisque vous savez que la plupart ont été bidouillés par les Russes. Donc, janvier 2023, on a un média du Donbass qui déclarait que la frappe ukrainienne contre Makivka en Russie, hein, a été déclenchée après la détection d'une forte concentration de téléphones portables appartenant à des abonnés russes. La localisation précise du bâtiment où se trouvaient ces appareils aurait été fournie aux Ukrainiens par la NSA. Hein, mais je t'avais fait une vidéo, attention quand tu passes un coup de fil à ta maman en Ukraine. Donc, si d'un point de vue technique, Kiev dispose de moyens permettant de détecter la présence, voire même d'intercepter les communications de téléphones portables, hein, via du IMSI catching, mais en mieux, hein, la localisation aussi précise du bâtiment abritant ces terminaux situés dans une zone russe ne semblait pas être à sa portée. Hein, c'est là qu'on va se poser des questions et voir si éventuellement, hein, on n'aurait pas du renseignement électromagnétique, d'accord, qui va être apporté par des missions aériennes de reconnaissance, d'accord, d'espionnage. Donc là, c'est nos copains l'US Air Force, hein, et ses alliés, d'accord. Donc on a on a des KC-135 Joint River, hein, qui se baladent un petit peu partout, mais je suis pas sûr. Hein, je crois d'ailleurs qu'il y en a qui ont failli être descendus, hein, par les Russes. Mais bon. Donc voilà, il y a des avions spécialisés. Hein. Là, il y a 3 modèles qui sont utilisés. Je vous en ai donné un. Les 2 autres, je vous laisserai chercher. D'accord? Et voilà, on va apporter du renseignement électromagnétique à proximité des frontières de l'Ukraine. D'accord? Et puis également celle de la Biélorussie, de la Moldavie et de la mer Noire. Et au début du conflit, on avait via la DSB, hein, on avait accès aux transpondeurs. Et puis après, les gars se sont dit, putain, il y a de plus en plus de gens qui regardent ça, hein, sur Flight Radar. On va peut-être couper les transpondeurs. Hein. Et puis je t'avais dit que dans l'armée, on fait ce qu'on veut. Donc on peut modifier, hein, le code transpondeur ou carrément le couper pour voler sous les radars, si vous me permettez l'expression. Donc voilà, hein, là vous voyez via Flight Radar. Là, on a une capture du 18 mars 2024 à 10h10 UTC et on voit certains avions. Hein. On a des Gulfstream 4 qui ont été, modifiés.
On a là des bombardiers Challenger également, hein, qui vont faire du renseignement, d'accord? Ou le classique, hein, le RC 135V, qui est bardé d'équipements, d'accord? Alors, de même, hein, peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, le 10e Special Force Group américain a discrètement mis en place une cellule de planification en Allemagne afin de coordonner l'assistance militaire, hein, des pays de la coalition aux forces spéciales ukrainiennes, hein. D'ailleurs, on a quoi? On a la base de Ramstein, hein, je crois, hein, mais je suis pas sûr. D'accord? Jusqu'en janvier 2022, la 10e SFG prenait en charge l'essentiel de la formation des commandants ukrainiens sur la base militaire de Yavoriv, dans l'ouest du pays, d'accord? La formation portait sur la reconnaissance, les communications et la médecine, hein, du champ de bataille. Bah ouais, parce qu'il va y en avoir besoin. En plus des tactiques de combat, en petite équipe, la formation mettait surtout l'accent sur des opérations de résistance de guérilla telles que définies par le ROC, hein, de l'OTAN, c'est-à-dire le Resistance Operational Concept. Donc, technique de guérilla, d'accord? Petites unités, un peu, hein, sur le principe des partisans. Nombre total d'instructeurs américains estimé à 150, hein, en Ukraine. En 2022, on a des membres des forces spéciales qui ont quitté le pays afin d'éviter une confrontation directe avec les forces russes, hein, pour pas qu'on ait ce principe d'escalade et de torsion. Un petit nombre d'opérateurs chargés de mission, hein, en tant que formation, sont restés sur place, hein. On a le SOCOM, hein, l'US SOCOM, qui est le United States Special Operation Command, donc qui gère les forces spéciales, avec certaines unités du JSOC, d'accord? Donc le Joint Special Operation Command, mais je vous en ai déjà parlé, et on va avoir les meilleurs détachements, ce qu'on appelle le Tier 1, dans les forces spéciales américaines. On aura notamment peut-être des bérets verts, mais surtout la Delta Force, d'accord? Et le premier groupement, le First Special Force Operational Detachment Delta, qu'on appelle plus communément la Delta Force. Bon, le but, c'est de soutenir les opérations, hein, de sabotage ukrainiennes derrière les lignes russes en fournissant des informations de ciblage provenant de plateformes de renseignement, d'accord, de surveillance et de reconnaissance, hein, le fameux quoi, SRI, hein, Surveillance, Reconnaissance, Intelligence. Renseignement, surveillance, reconnaissance, mais ça je vous en avais déjà parlé, sur le champ de bataille, hein. Parallèlement, quelques dizaines de commandos d'autres pays de l'OTAN, britanniques, canadiens, polonais, lituaniens, mais aussi français, travaillent également en Ukraine, hein, et forment et conseillent les soldats ukrainiens. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la métapolitique, hein. Vous avez la politique que vous connaissez naturellement, hein, politique intérieure, politique extérieure. Mais il y a aussi entre les États des règles de l'ombre, d'accord, qui ne sont pas connues du grand public. C'est normal, c'est secret. Et ça, on appelle ça la métapolitique. En géopolitique, c'est une expression qui a été utilisée par un auteur que je vous conseille de lire, qui s'appelle Peter Dale Scott, qui a écrit de nombreux bouquins, hein, notamment sur l'Empire américain. Et c'est un professeur d'histoire canadien, très très bon, très intelligent. Je vous conseille d'aller voir toutes les interviews si vous ne lisez pas de livres. Et je vous encourage à lire toujours plus de livres. Il n'y a que comme ça que vous deviendrez bon. La métapolitique, les opérations militaires clandestines, hein, contre une puissance nucléaire, par le biais d'un proxy, ça a un risque élevé, hein, de provoquer une extension de conflit sur d'autres théâtres, voire une escalade vers une guerre nucléaire, même thermonucléaire, j'ai envie de dire. Donc ce risque majeur doit être pris en compte et maîtrisé, hein, et ça passe par un dialogue et établir peut-être des règles de l'ombre entre la CIA et la Russie, entre Américains et Russes. Alors, revenons en janvier 2022, Newsweek, un mois avant l'invasion russe, Washington et Moscou auraient établi une série de règles afin d'empêcher que le conflit russo-ukrainien devienne incontrôlable et dégénère en une guerre entre la Russie et l'OTAN. Les deux États ont une grande expérience de ce type d'accord, hein, ils l'ont fait tout au long de la guerre froide. Je vous ai parlé des hotlines, hein, qu'on avait entre Washington et Moscou, d'accord. Enfin, il y en avait. On avait nous aussi en France, hein, une ligne directe entre notre président, déjà à l'époque de De Gaulle, d'accord, entre Paris et Moscou, d'accord, entre Londres et Moscou, hein, on avait plein de hotlines, d'accord. Donc
les Américains, via la CIA, ont pris l'initiative de cette démarche, d'accord? Et heureusement, hein, on a William Burns qui est parti à Moscou. La Russie se serait également engagée à ne pas étendre le conflit au-delà des frontières de l'Ukraine, hein, et ne pas recourir aux armes atomiques. En retour, la Maison-Blanche avait assuré le Kremlin que Kiev ne prendrait aucune mesure qui pourrait menacer directement la Russie ou la survie de l'État russe, et qu'elle y veillerait. Et là, actuellement, vous savez que, bah justement, hein, peut-être certaines lignes rouges ont été franchies. Donc, ça remet en cause, hein, ce qui avait été promis. D'accord? Donc, bah, ça va entraîner encore des velléités côté russe. D'accord? Parce qu'on leur avait fait des promesses qu'on ne tiendra peut-être pas. Surtout si, quoi? Bah, si on fait appel à des ingénieurs, d'accord? Étrangers, occidentaux. Pourquoi? Bah, pour bosser sur les Storm Shadow qu'on va envoyer loin derrière les lignes ennemies russes. Vous avez bien compris que ça va créer de nouvelles tensions. On est en plein dedans, là, hein, là, depuis quelques jours, voire quelques semaines. Donc, revenons. Hein, nous, on est en 2022. L'administration Biden s'est engagée que les États-Unis ne combattent pas directement et ne cherchent pas à changer le régime. Hein, la Russie a clairement fait savoir qu'elle était prête à frapper les éléments de l'OTAN qui aideraient l'Ukraine si ces engagements n'étaient pas respectés. D'accord? Donc là, encore une fois, bah, c'est dans les semaines qui viennent qu'on va voir, hein, si l'administration Biden reste sur ce qu'elle avait promis, ou bah, il y a, pour aider les Ukrainiens, on va avoir un changement de doctrine. D'accord? Donc, faut pas sous-estimer la priorité de l'administration Biden, qui est de maintenir les Américains à l'abri du danger et de rassurer la Russie sur le fait qu'elle n'a pas besoin d'escalade. D'accord? Donc ça, c'est un responsable du renseignement américain qui narrait ça à Newsweek. Il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat. En effet, notre agence ne doit pas être trop active, d'accord, dans la guerre, tout en ne contredisant pas l'engagement principal de l'administration Biden, à savoir qu'il n'y aura pas de bottes américaines sur le sol ukrainien. Donc vous comprenez que c'est un exercice délicat, on marche sur des œufs, et pareil, hein, en coulisses, un autre membre de la CIA raconte que il a fallu convaincre les Ukrainiens et les membres de l'OTAN d'accepter des limites fixées avec Moscou, car certains pays, notamment le Royaume-Uni et la Pologne, étaient prêts à aller plus loin que les États-Unis dans ce conflit, d'accord, et peut-être nous déclencher une guerre thermonucléaire. Donc faut savoir calmer ses ardeurs, d'accord? Et on a calmé les ardeurs du Royaume-Uni et de la Pologne qui veut en découdre, hein. Mais je vous avais expliqué, c'est aussi dû à son passé soviétique, ne l'oubliez pas. Et hein, ils connaissent un petit peu l'histoire, les pauvres. Donc on peut comprendre, encore une fois, mets-toi à la place des Polonais, d'accord? Par contre, ce bellicisme du Royaume-Uni, moi j'ai plus de mal avec mes faibles capacités intellectuelles à comprendre pourquoi ils ont autant la rage. Donc en conséquence, hein, la CIA opère en Ukraine selon des règles strictes, naturellement, limitant le nombre de personnes pouvant se trouver dans le pays à un moment donné. D'accord? Les membres de l'agence présents sur place ne seraient guère plus d'une centaine. Mais une fois ces règles établies, l'agence s'est consacrée à soutenir massivement les services ukrainiens dans leur combat contre les Russes. Cependant, il ne semble pas que la CIA soit livrée à des actions directes ou ait engagé des éléments du Special Activities Center, hein, le SAC, dans des opérations en territoire russe. Hein. Son rôle se limite en matière d'action, hein, puisque c'est le service action de la CIA. Hein, faut pas, voilà, hein, pour mieux comprendre. Donc, pas qu'en matière d'action, c'est aussi un conseil opérationnel au profit des services ukrainiens. D'accord? L'agence a même tenu à se distancier des actions les plus provocatrices de l'Ukraine. Mais je vous l'avais expliqué dans les 2 précédentes vidéos, notamment sabotage, assassinat ciblé, réalisé sur le territoire russe. Hein. Toutefois, il importe d'évaluer si cette distanciation est réelle ou si les lignes rouges n'ont pas été régulièrement franchies, hein, puisque c'est le monde du renseignement. Honnêtement, on n'en sait rien, d'accord? Ça pourrait être aussi une parade, d'accord? Et puis voilà, hein, une communication de façade. Donc l'implication de la CIA, sabotage, assassinat perpétré par les services ukrainiens. On va en revenir. Hein, je vous avais parlé du UR, du SBU, du GUR, d'accord? La CIA elle communique avec ces agences, ces 3 agences, qui mènent une guerre de l'ombre contre la Russie. Hein, depuis le début du conflit, elles ont lancé des dizaines d'opérations spéciales dans des provinces russophones du Donbass et sur le territoire de la Fédération de Russie.
Alors, toutes ces actions ukrainiennes ont été planifiées grâce à l'assistance de la CIA. Maintenant, vous l'avez bien compris, frappe de drones à longue portée contre le Kremlin et Moscou, raid contre des cibles stratégiques, sabotage, assassinat de commandants militaires, de collaborateurs russes, d'accord? Bien qu'aucun membre du personnel américain ne soit a priori impliqué sur le terrain, dans l'exécution de ces missions, ce sont des officiers paramilitaires de l'agence qui commandent et qui contrôlent les opérations. D'accord? Les Ukrainiens bénéficient en effet presque toujours d'un soutien américain en matière de surveillance aérienne pour les opérations derrière les lignes russes. D'accord? De plus, chacune nécessite, avant son déclenchement, l'autorisation directe de la Maison-Blanche. D'accord? Des raids de destruction dans différents oblasts, ayant demandé leur rattachement à Moscou aussi. Depuis le début du conflit, on a des actions des services spéciaux ukrainiens qui vont cibler des objectifs situés derrière les lignes ennemies, et à l'intérieur de la Russie même. D'accord? Donc ça vise en particulier le complexe militaire ou industriel russe, tout ce qui est infrastructure logistique, pont, chemin de fer, dépôt de carburant, centrale, mais ça je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Certains sabotages ont même lieu en Biélorussie, un pays sur lequel transitent les forces russes et leur ravitaillement. Alors, attaque contre le pont de Kerch. Pour Kiev, aucune cible n'a été plus prioritaire que le pont de Kerch qui relie la Russie continentale à la péninsule de Crimée annexée. En fait, ce pont, c'est un corridor militaire essentiel. Le SBU l'a ciblé à 2 reprises au cours de l'année 2022, notamment lors d'un attentat à la bombe en octobre, qui l'a sérieusement endommagé et qui a tué 5 personnes. Vous avez tous vu les images sur les plateaux de télé, d'accord? Les chaînes d'information continuent. Zelensky a d'abord nié la responsabilité de l'Ukraine dans cette action, mais le directeur du SBU, on a Maliuk, qui a décrit l'opération avec force, détail dans cette interview, reconnaissant que son service avait placé un puissant explosif à l'intérieur d'un camion transportant des rouleaux de cellophane pour l'industrie. Cette revendication de l'opération répond aux besoin du SBU de mettre en lumière ses succès, naturellement, pour à la fois se mettre en avant et surtout faire passer un message, d'accord? Et puis, rivalité, toujours rivalité et lutte intestine entre les différents services, d'accord? Partout, dans chaque pays, c'est la même histoire. Donc en effet, Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, a pris l'habitude de vanter les réalisations de son service. Donc on a quoi? On a le SBU et le UR, UR qui a été beaucoup plus facile de réformer, plus petit, et le SBU beaucoup plus grand, avec d'anciens agents doubles de l'époque soviétique, beaucoup plus durs à réformer. Et chacun se tire la bourre. Les officiers de la CIA qui avaient été prévenus à l'avance de cette opération ont fait part de leurs inquiétudes à leurs homologues, craignant en réaction une escalade de la part de la Russie. Ces craintes se sont probablement dissipées puisque 9 mois plus tard, le SBU a lancé une deuxième attaque contre le pont en utilisant des drones navals mis au point dans le cadre de la coopération secrète avec la CIA et d'autres services de renseignement occidentaux. D'accord? Et ces drones sont assez impressionnants d'ailleurs. Et puis des fois, je crois qu'il y avait des antennes. C'est quoi? Des petites antennes Starlink, je crois, on les avait repérées sur Twitter, mais je suis pas sûr. Donc, raid de destruction depuis le début du conflit. Les actions des services spéciaux ukrainiens ciblent les objets situés derrière les lignes ennemies, dans les oblasts. On a vu ça, et il y aura toute une série d'opérations, d'attaques de drones en Russie, de raids, l'unité notamment Shaman. Alors on va voir ça. Alors attaque de drones en Russie. Pour sa part, le UR a utilisé sa flotte de drones à longue portée pour lancer des dizaines d'attaques sur le territoire russe jusqu'à Moscou. On a la base aérienne d'Engels dans la région de Saratov, sur lesquelles sont basés des bombardiers stratégiques Tupolev 160, Tupolev 95 à turbopropulseur. Le BIR, c'est son petit nom de code, le TU-95, et le TU-160, nom de code OTAN Blackjack, de mémoire, vous m'excuserez si je me trompe. Donc ils ont été attaqués le 5 décembre, puis le 26 décembre 2022. Une opération menée en mai 2023 a également permis de mettre brièvement le feu à une partie du toit du Kremlin. Je crois que c'était un drone, rappelez-vous, d'accord? Donc les opérations ukrainiennes contre les infrastructures industrielles russes seraient conduites principalement par une unité clandestine du renseignement militaire appelée Shaman, d'accord, pour des missions de reconnaissance, de sabotage et d'assassinat ciblé. Ça tombe bien, c'est généralement ce qu'on fait dans le renseignement militaire.
Alors, à travers ces actions, SBU envoie au Kremlin et à la population russe un message, qu'ils sont capables de frapper en profondeur sur le territoire et de provoquer d'importants dégâts. De plus, ils obligent les forces de sécurité russes à se mobiliser contre les opérations commando, ce qui détourne en fait une partie des effectifs, d'accord, des opérations offensives. Donc on va essayer de drainer, comme une sangsue, de pomper le sang de l'ennemi pour l'affaiblir. Alors, Mick Mulroy, un ancien de la CIA dans ce conflit, qui dit que la Russie est confrontée à de nombreux problèmes logistiques. Ces actions compliquent encore plus le ravitaillement des forces et elle introduit le doute dans l'esprit des dirigeants du Kremlin. Ils s'aperçoivent que le président Poutine ne contrôle pas ce qui se passe dans son propre pays. Donc, on continue sur aussi le champ psychologique. Ça déstabilise tout le monde. En revanche, les responsables ukrainiens ont catégoriquement nié que l'un ou l'autre service ait été directement impliqué dans le sabotage en septembre 2022 des gazoducs de Nord Stream en mer Baltique, bien que les agences de renseignement américaines et occidentales aient désigné Kiev comme responsable dans cette opération. Mais déni plausible. Je suis pas au courant, c'est pas nous. Suite à plusieurs de ces opérations, le porte-parole de la CIA, on a Tammy Chop, qui a démenti toute implication également de l'agence dans la série d'incidents et d'explosions survenus en Russie. Alors les allégations qui prétendent que la CIA soutient d'une manière ou d'une autre des réseaux de saboteurs est complètement fausse et non avérée. D'accord? Donc voilà, tranquille, je peux pas confirmer, je peux pas infirmer, je peux pas nier. D'accord? Déni plausible. Donc le doute subsiste. Et selon le titre 50 de la loi américaine qui autorise les actions clandestines, la CIA peut également mentir quant à sa participation à ces actions, même devant des commissions sénatoriales. Et voilà. Et puis tu vas avoir plein de gens qui vont te poser des questions. On l'a vu dernièrement, tous ces gens qui ont été interrogés par le Congrès américain et qui disent non, c'est pas nous, on n'était pas au courant. D'accord? Mais bon, c'est tout le temps la même histoire. Assassinat ciblé, on continue. Déclenchement de l'opération militaire spéciale russe dans le cadre de la guerre du Donbass. Le SBU et l'EUR commencent à se livrer à des assassinats de dirigeants politiques ou militaires autonomistes. Mais ça, je vous avais expliqué que c'est les bases. Et que les Français ont travaillé planché là-dessus depuis, je t'avais parlé de l'Algérie française, ensuite de l'Indochine. D'accord? Donc le début du conflit, ils ont multiplié ce type d'actions, éliminé des dizaines d'officiers russes, les Ukrainiens aussi, qui collaboraient avec Moscou, et d'intellectuels ou de militants prônant le rattachement du sud-est de l'Ukraine à la Russie. Mais je t'ai dit qu'on allait décapiter. Les têtes pensantes, c'est les bases, d'accord, en insurrection et en contre-insurrection. Des livres que j'ai lus, t'imagines bien. Moi, je suis informaticien. Donc, parmi les personnes assassinées figurait Daria Dugina, la fille de l'idéologue Alexandre Dugin, tuée par l'explosion de sa voiture dans la région de Moscou le 20 août 2022. On a le blogueur militaire Vladen Tatarski, de son vrai nom, Maxime Fomin, qui a été assassiné le 2 avril 2023 dans l'explosion d'une statuette piégée dans un café du centre-ville de Saint-Pétersbourg. C'était une femme, Elle lui a fait un petit cadeau et ça lui a pété à la gueule. Je sais pas si vous vous rappelez. L'écrivain Zakhar Pripelin, qui tuait avec son chauffeur lors de l'explosion de sa voiture, 6 février 2023. On a Rezitsky Stanislas, un ancien commandement de sous-marin russe, abattu de 4 balles dans la poitrine et dans le dos, alors qu'il faisait son jogging dans un parc de Krasnodar, dans le sud de la Russie, en juillet 2023. Voilà, on va pas tout citer, plein d'opérations. Donc initialement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kiev a vigoureusement nié son implication dans l'attentat, notamment de Daria Dugina. L'Ukraine n'a absolument rien à voir avec cette affaire, car nous ne sommes pas un État criminel comme la Russie, ni même un État terroriste. Donc là, on a encore une fois un narratif qui est poussé. Et là, c'est Podolyak qui est un des conseillers de Zelensky qui nous cite cette affirmation.
Donc Kiev affirme que ces morts sont le résultat de luttes de clans proches du pouvoir, mais lors de récentes interviews, des fonctionnaires ukrainiens ont toutefois reconnu que ces dénégations étaient fausses. Ils ont confirmé que le SBU avait planifié et exécuté l'opération et ont déclaré que si Dugwin était la cible principale, sa fille, qui était également une fervente partisane de l'invasion, n'était pas à leurs yeux une victime innocente. Ces assassinats effectués à l'intérieur de la Russie ont pour but de montrer aux ennemis de l'Ukraine que la punition est imminente, même pour ceux qui se croient intouchables. Donc ces opérations sont présentées par Kiev comme des mesures extrêmes que le pays est contraint d'adopter en réponse à l'invasion russe. Toutes les cibles visées par le SBU sont totalement légales. Nous avons trop d'ennemis, il est important de les neutraliser. Donc là c'est Maliuk, Vassil Maliuk qui parle au Washington Post. Les responsables de la sécurité ont par ailleurs déclaré qu'aucune opération majeure du SBU ou du UR ne se déroulerait sans l'autorisation de Zelensky. Donc, opération homo comme homicide, au sein de la DGSE et dans tous les services. Donc, ça a été développé par les services ukrainiens depuis 2014, date à partir de laquelle ont été établis des liens étroits avec la CIA. Les assassinats ciblés sont le fait d'équipes composées d'agents d'élite ukrainiens de différentes directions qui ont été formés, entraînés et équipés par l'agence américaine. D'accord ? Alors, la multiplication des opérations meurtrières menées par le SBU et le UR a compliqué la collaboration avec la CIA, suscitant des interrogations quant à la complexité de l'agence dans celle-ci et créé un malaise dans les relations entre Kiev et Washington. Les responsables du renseignement américain ont tenu à souligner que la CIA ne participait à aucune opération d'assassinat ciblé menée par les services ukrainiens et que son travail se limitait à développer les capacités de ces services à recueillir des renseignements sur l'adversaire russe. Alors, c'est vrai ou c'est faux? De toute façon, c'est quoi? Ce sont des maîtres espions. Donc, ce sont des menteurs patentés. Donc, tu sauras jamais la vérité, puisqu'ils mentent comme ils respirent. Alors, on continue. Nous n'avons jamais impliqué nos partenaires étrangers dans des opérations secrètes, en particulier derrière les lignes de front. Un ancien haut responsable de la sécurité ukrainienne précisant que les opérateurs du SBU du UR n'ont jamais été accompagnés d'homologues de la CIA dans leur mission. D'accord? Mais bon, ça c'est le baratin classique, j'ai envie de te dire. De même, les Ukrainiens éviteraient d'utiliser des fonds, des armes ou des équipements américains pour ces opérations. De toute façon, dans des opérations, on m'a dit, tu n'utilises jamais du matériel auquel on pourrait remonter à toi, d'accord? Si on a des forces spéciales qui partent à l'étranger, on va pas utiliser des FAMAS. On sait que c'est un fusil d'assaut français. On va utiliser du matériel, des HK ou d'autres, d'accord? Mais ça se fait dans n'importe quel pays, d'accord? On va utiliser même du matériel parfois russe, d'accord, comme ça si jamais on est pris avec des Kalachnikov, des AK-12, AK-74, ça passe, c'est du matos qui est utilisé par leurs propres forces. Donc voilà, les membres de la CIA à Kiev ont toutefois été informés de certaines opérations ukrainiennes et ont répondu à leurs homologues, on ne veut rien savoir de tout cela, puis on s'en lave les mains. De toute façon, nous on est des membres de la CIA à Kiev et on fait que donner des informations, d'accord? Ça c'est le narratif américain. Dans certains cas, notamment lors de l'attaque du pont de Kerch, ils font part de leurs inquiétudes. Ils ont été également exprimés à des objections à partir de certaines opérations. L'agence n'a cependant jamais retiré son soutien au service de Kiev, car jusqu'à présent, les cibles frappées par les services ukrainiens avec l'aide de la CIA et du MI6 ont une valeur tactique plutôt que stratégique. Malgré cela, les opérateurs américains reconnaissent que les limites sont parfois floues. Oui, tu m'étonnes. Donc, par ailleurs, l'absence de coordination, voire une certaine rivalité, comme je vous l'ai expliqué, entre services, entre le SBU et le UR, la multiplication de leurs actions derrière les lignes russes ont entraîné aussi des incidents graves. D'accord? 2 équipes de sabotage se sont fait compromettre, et puis se sont compromises même les unes les autres, alors qu'elles visaient le même objectif. D'accord? Sans le savoir. Cloisonnement oblige. Donc, tu compartimentes l'information, mais l'information est cloisonnée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attaque le même objectif. Et qu'est-ce que je t'avais expliqué en cyberguerre? Il vaut mieux lancer une cyberattaque et qu'on se coordonne tous, d'accord? Sinon, on va se tirer une balle dans le pied. C'est pareil sur le terrain, pas que dans le cyberespace, d'accord? Donc, un opérateur est mort. Un autre est capturé dans l'échange de coups de feu avec les services de sécurité russes. Merde, d'accord?
ça fait capoter l'opération. Hein. Et là, opération interservice, ah bah oui, bah c'est compliqué. D'accord. Par ailleurs, de nombreux incidents se sont produits. Des lignes ferroviaires et électriques qui ont été coupées, interférant involontairement avec d'autres missions. Hein, suite à ces incidents, il y a eu une coordination qui aurait été mise en place pour éviter de telles situations qu'elles se reproduisent. D'accord. Si tu as tes partisans qui commencent à niquer des installations qui te permettraient toi-même de mener des opérations, hein, des forces spéciales, eh ben, tu as bien compris que c'est contre-productif. Mais les attaques menées à l'intérieur du territoire russe, sabotage, élimination, frappe de drones, ont eu un autre effet. Elles ont contribué à faire évoluer aux yeux des Russes la perception de ce conflit en Ukraine, une guerre offensive, d'une guerre offensive à une guerre défensive, d'accord, nécessitant l'élimination d'une menace inacceptable pour la sécurité du pays. Ces différentes raisons ont conduit certains États de l'OTAN à renoncer à soutenir des opérations clandestines en Russie, car les implications politiques de celles-ci ont effrayé certains gouvernements, d'accord, et puis ça peut entraîner aussi des risques d'escalade, des tensions diplomatiques. Le difficile contrôle des Ukrainiens. Pendant la première année de guerre, la CIA semble s'être efforcée de signaler ses intentions à la Russie afin d'éviter tout malentendu ou toute escalade incontrôlée. Cependant, force est de constater que l'agence n'est pas parvenue à contrôler totalement les actions des services ukrainiens autorisés par Volodymyr Zelensky. Ça aurait même érodé la confiance de Moscou dans les engagements secrètement pris par Washington.